créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Hop, eh bien écoute Isabelle, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ce matin avec Isabelle Travers. Alors on est en période de confinement, donc on est chacun chez nous et on ne pourra pas faire ce podcast les yeux dans les yeux comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude sur Small is Beautiful. Isabelle nous accorde un peu de son temps pour nous raconter son parcours et plus particulièrement on va faire un focus sur l'histoire de 5ING qui est la société que tu as montée Isabelle. Isabelle, écoute, je te donne tout de suite la parole. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour à tous, je m'appelle donc Isabelle Travers, j'ai un peu plus de 50 ans, 53 ans exactement. Je suis normande. Je suis née en Normandie, dans le Calvados, donc je suis attachée à notre région. Je trouve qu'il y fait bon vivre. Donc nous avons la chance avec ma famille d'habiter dans une boucle de la Seine, entre Andé et les Andelys. Et tous les matins, je vois le fleuve, la Seine, et de ma fenêtre, et je me lasse pas de ce beau paysage. Voilà. Ah oui. C'est très agréable. Hein. La campagne, c'est magnifique. Particulièrement en ce moment, là où on est tous un peu beaucoup chez nous. Oui. Je dois t'avouer que moi, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai le temps de m'émerveiller au quotidien devant l'arrivée du printemps. Oui. Parce que on le fait jamais en fait. On part au boulot à 7h et puis on rentre à 20h, on fait pas gaffe. Oui. Et j'ai jamais fait autant attention aux magnolias, aux prunus, au retour des oiseaux. C'est vrai que... Oui, pourtant la nature nous est essentielle. Hein. Si on la regarde bien, on va apprendre beaucoup. Bah ouais, complètement. Alors Isabelle, toi tu es normande, donc si je comprends bien, tu es née en Seine-Maritime. Non, dans le Calvados. Alors, dans le Calvados. Mais c'est tout à côté. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'autre côté de l'eau, en fait. Quand on est du côté de la Seine-Maritime, souvent on dit là, le Calvados, c'est de l'autre côté de l'eau, parce qu'effectivement, faut traverser l'estuaire. Donc, je suis native du Calvados et j'ai fait mes études, par contre, en Seine-Maritime. Tu viens d'où dans le Calvados ? Lisieux, exactement. Une ville qui est assez connue pour son pèlerinage. Donc, voilà. Bah oui, complètement. Ma mère a été pendant pas mal d'années guide interprète régional, donc Lisieux est effectivement un passage obligatoire avec les touristes. Oui. Et d'accord, donc originaire de Lisieux, et tu arrives en Seine-Maritime pour suivre tes études. Exactement, j'ai un parcours, on va dire, assez classique au niveau des études. Alors là, on va faire un petit bond dans le temps, on va revenir au siècle précédent. Parce qu'on est au milieu des années 80. Ouais. Je passe mon bac que j'ai sans trop de soucis. Je suis plutôt une pas trop mauvaise élève, on va dire. Mm-hmm. Et donc, je fais des études supérieures en informatique de gestion. D'accord. Alors, pourquoi l'informatique, à vrai dire, je me souviens pas exactement pourquoi. Sincèrement, je me suis reposé la question il n'y a pas très longtemps. Je me dis, bizarre. Est-ce que c'est un lien avec ma matière préférée, qui était les mathématiques ? Je pense qu'il doit y avoir un rapport, quelque part. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces métiers d'informatique, ils n'étaient pas très connus. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a attirée, finalement. Ouais, tu étais déjà aventurière, quoi. Tu t'es dit, tiens, après tout, des frissons. Peut-être. Et donc, je fais mes études, ça se passe plutôt bien. Et pour l'obtention de mon diplôme, je dois faire un stage, en fait, de plusieurs semaines, comme on fait maintenant, en entreprise. Ça, c'était pour la validation. D'accord. Alors, ce stage, je le fais dans une banque. Et je découvre alors ce qu'est un service informatique. Et qu'est-ce que je découvre ? En fait, une véritable ruche avec plein de métiers différents, plein d'activités, d'idées, d'innovations. C'est vrai qu'à l'époque, on n'est pas équipé au niveau des foyers, il n'y a pas l'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable. Le seul équipement technologique que l'on a, c'est le téléphone fixe. Mmh. Et il y a aussi un Minitel.
D'accord. Et en fait, cet équipement qui nous paraît d'un autre monde, et ben en fait, ça va être ma chance, parce que la banque dans laquelle je suis stagiaire décide de créer une petite cellule d'une poignée de personnes Mhm. pour mettre en place un projet qui, à l'époque, se nommait Banque à domicile. Mhm. Et donc, comme tu l'auras compris, en fait, l'idée, c'était d'utiliser le Minitel pour faire des actions, on va dire, basiques sur ses comptes bancaires depuis son domicile, ce qui, à l'époque, était complètement novateur. Alors aujourd'hui, Bien ça nous sûr. paraît complètement désuet, mais c'était vraiment, pour le coup, un projet de type aventure. On est en quelle année précisément là quand tu fais ça, Isabelle? On est en 1986, à peu près, ouais, C'est 86. 86, d'accord. Ouais. Et donc, à l'occasion de mon stage, on me propose d'intégrer cette cellule. Donc, on me propose un poste, en fait. D'accord. Dans la banque, c'était pas forcément mes projets parce que j'avais envie de continuer vers les mathématiques. Mais je sens que cette proposition, elle est vraiment très, très intéressante. Je suis vraiment très attirée par ce qu'on me propose et du coup, comme je suis emballée, ben, j'intègre cette nouvelle cellule. Voilà. D'accord. Et c'est parti pour la première expérience. Et donc c'est parti pour la première expérience. Donc tu te retrouves au sein d'un service qui déploie la technologie Minitel qui effectivement en 86 en fait, moi je suis vachement admiratif de cette période-là. J'ai beaucoup lu de choses, notamment de Marc Simoncini ou tous les premiers pirates d'Internet, qui racontent que finalement, en fait, on était plutôt bon sur le Minitel parce qu'on avait déjà organisé toute la façon de naviguer du HTML du futur, en fait. On n'avait pas la techno, mais on avait déjà toute la façon de faire, en fait. Et quand on a découvert, quand nos quelques entrepreneurs français ont découvert par la suite le web pur, on avait déjà toute une aisance grâce aux années qui nous ont séparés de 85, 86, les premières arrivées du Minitel, c'est ça? Oui, Donc tout à fait. En fait, c'était vraiment, on a posé je pense, un peu les bases et travaillé vraiment sur la partie structure. Alors, on avait beaucoup moins de possibilités en termes de programmation qu'on a aujourd'hui. Ouais. Du coup, ça nous obligeait à être extrêmement rigoureux, carré et de bien réfléchir avant de commencer à programmer. Voilà. C'est-à-dire que on pose quand même un certain nombre de choses sur le papier avant de se mettre au clavier. Oui, et en plus, à l'époque, pour l'utilisateur final, chaque seconde passée avec un Minitel était facturée à prix d'or. Hein. Exactement, donc il fallait être aussi dans une performance quelque part. Ouais, tout à fait. Et l'expérience utilisateur, comme on dit aujourd'hui, là, elle prenait tout son sens. Mais bien sûr. Alors, moi, je suis très, très convaincu que finalement, chaque époque ne fait que refaire les mêmes choses du passé, mais avec des nouveaux mots ou des nouvelles façons de le dire, mais que ce soit en management, en vente ou même parfois en technologie, finalement, c'est jamais que des cycles. Hein. Donc en fait, ouais, en travaillant sur le Minitel en 86, t'étais déjà complètement sur le début de ce qu'allait devenir l'informatique et le web. Eh bien oui, tout à fait. Donc, c'était de la programmation. Mon premier job, c'était de programmer, voilà. Donc tu programmes, tu fais ça combien de temps? Alors, à la banque, ma première expérience, c'était environ 4 ans. D'accord. Donc, travailler sur cette partie Minitel et puis sur ce qu'on appelait la segmentation client. Sur ces 4 ans, j'ai fait pas mal de programmation et puis j'ai commencé à faire ce qu'on appelait de l'analyse. Donc, du coup, je suis devenue, alors à l'époque, c'était analyse programmeur. Donc là, on passait de programmeur à analyse programmeur. Donc, on avait déjà monté une marche. D'accord. Et après cette première expérience de 4 ans, j'ai voulu effectivement voir un autre univers. Et mon deuxième poste a été dans le monde de l'industrie. J'ai rejoint une société qui était basée à Ouassel à l'époque, donc pas très loin des Romans. Et là, je découvre un univers complètement différent, qui est celui de la production. Et en fait, cet univers, je vais pratiquement plus le quitter, parce que dans mes postes suivants, ça a toujours été le point commun. C'était toujours sur un site, on va dire, de production. Et je continue mon petit bonhomme du chemin. Donc, d'analyse programmeur, je deviens jeune chef de projet, puis chef de projet senior, et puis responsable de service informatique pour finir ce qu'on appelle DSI. Alors, je reprends là, on est rapidement. plus loin, bien sûr.
Alors, je reprends. Donc, 86 plus 4 ans, 90. Tu arrives dans cette boîte à Wassel. On peut citer le nom Oui, ou pas? oui, ça s'appelait La Quinoléine. La Voilà, Quinoléine, ok. Donc là, voilà. tu es chef de projet informatique. Oui, là, je suis jeune chef de projet. Voilà, je suis analyste programmeur, jeune chef de projet. Et assez rapidement, en fait, je m'oriente sur la partie vraiment gestion de production. C'est-à-dire, je travaille sur le logiciel qui permettait de piloter les lignes de production. D'accord. Ok. Mhm. Ok. Et en fait, tu vas te faire chasser au fur et à mesure, c'est ça? Alors en fait, alors pas vraiment, c'est plutôt moi qui, au bout de quelques années, je sens que j'ai fait un peu le tour de mon poste, que j'ai fait un petit peu le tour des sujets qui m'ont été confiés et je sens que j'ai un besoin de nouveauté. Donc du coup, quand je sens que j'ai vraiment fait le tour, je regarde un petit peu sur le marché, quels sont les postes qui pourraient m'attirer. Hmm. Et c'est comme ça que de la quinoléine, je rejoins une entreprise basée à Louviers, Hmm. à l'époque qui s'appelait Polygram, presseur alors c'était des CD, donc à l'époque presseur de D'accord. CD, qui deviendra ensuite Synram, mais qui entre-temps rejoindra le groupe Universal, où là effectivement c'est le début des DVD. Hmm. D'accord. Donc là on est fin des années 90. On est fin des années 90. Oui. Effectivement, le futur du CD, c'est le DVD. Oui. Ok. Mhm. Et donc, tu arrives chez eux. Et alors, Oui. toujours dans la partie informatique, forcément. Toujours dans la partie informatique, chef de projet confirmé. Je travaille sur la partie production qui est un petit peu ma spécialité, mais j'ouvre en fait mon champ de connaissances en travaillant avec les entités de Universal qui sont basées en Allemagne et également en Angleterre. Donc là, je commence à sortir un petit peu de l'hexagone. D'accord. Tu voyages, du coup. Et voilà, et à travailler sur des projets qui sont plus à dimension internationale en faisant un focus vraiment sur les échanges les échanges informatiques entre les différentes entités du groupe. D'accord. Ça, précisément, tu fabriques un outil, c'est ça, non? Ou c'est... Alors non, je mets en place les flux qui permettent d'échanger entre les entités. On appelle ça de l'EDI, de l'échange de données informatisées. En D'accord. fait, c'est ni plus ni moins les données qui vont transiter d'un site à l'autre. Alors moi, dans une vie antérieure, j'ai bossé à l'administration des ventes chez TF1 Vidéo, qui était éditeur de DVD. Mhm. Et effectivement, le service informatique de cette boîte-là était branché en EDI avec des grands distributeurs comme la Voilà. Fnac. Eh ben, tout à fait. Ouais, d'accord. Pour gérer les flux et les retours et les commandes, etc. C'est exactement. Parce que là, on D'accord. est sur des volumes et on est sur une activité, on va dire, d'échange entre les clients et les différents sites à grande fréquence. Hein. C'était hyper stable. Journalière, hein. Ouais, je me rappelle très bien des interfaces graphiques de ces outils-là. C'était hyper stable. C'était un peu moche, mais hyper stable. Oui, oui, c'était pas très fun. Hein. On était vraiment dans des écrans verts. Ouais, mais Très ça tournait pratiqués. sur quoi? C'était quoi derrière? Alors c'était une technologie AS400. Donc en C'était fait S400, c'est ça, ouais. c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout convivial, par contre qui était extrêmement robuste. Ça c'est Ouais. clair, c'était du solide et qui avait aussi une puissance. Oui, c'était assez puissant, donc c'était plutôt confortable. On en croise encore des AS400. Il reste Oui. encore un peu. Hein. Ah oui, ça c'est du matériel robuste. Hein. Niort, sur le Moriboudet, je crois qu'ils sont encore sur un AS400, les mecs ils n'arrivent pas à le lâcher. Hein. Ouais. Quand on a un outil qui fonctionne bien, quelquefois, on préfère le garder. Hein. Ah ouais, c'est compliqué à lâcher. Ouais. Je suis d'accord. Donc ok, donc tu bosses là-dessus avec Universal. Oui. Et alors toi, tu es quand même une femme dans un monde d'informatique dans les années 90. Ça se passe comment? Parce que c'est pas plus macho qu'ailleurs encore ce monde-là? Alors, c'est pas plus macho qu'ailleurs. Par contre, c'est vrai que j'ai travaillé plus souvent avec les hommes que les femmes. D'accord. Toi, tu as une capacité relationnelle avec les hommes plus facile. Oui, c'est pas plus compliqué ni plus facile. C'est voilà, c'est. Ok. Ton tempérament fait que ça fonctionne, quoi.
Oui, ça fonctionne. Pourtant, j'ai les cheveux clairs, alors je pourrais passer pour une blonde sans problème. Ouais. Quelquefois, il faut quand même insister un petit peu pour asseoir sa légitimité, hein. Mais bon, ça se fait, hein. Hmm. Ça se fait en douceur, mais ça se fait. Ok. Donc Universal EDI et alors je t'écoute. Tu te quitteras à quel moment Universal après Je vais ces quitter. voyages internationaux Voilà, je vais quitter Universal en 2008 hein, pour Ouais. un groupe allemand. Je rejoins la filiale française qui est installée juste à côté de Vernon. D'accord. Un groupe familial à dimension aussi internationale. Et là, je vais passer, on va dire, la vitesse supérieure en m'occupant à la fois du site en France, mais également d'un site qui est basé au Brésil, d'un site qui est basé au Chili, et puis de l'entité du Maroc. C'est Donc, ACO, c'est ça, non? ACO, c'est ACO, cette boîte? ACO, exactement. D'accord. Parce que j'ai vu ça sur ton profil LinkedIn. Oui. Mm. Alors j'ai un copain moi qui y a travaillé, qui est parti, je sais pas si il s'appelle Hugues Moisson, qui est parti habiter en Suisse. Alors, tout à fait, je connais bien Hugues, on a travaillé plusieurs années ensemble, oui, je le connais bien, tout à fait. Mm. Ouais. Ouais, sa Mm. femme a eu une promotion d'enfer, il y a un truc qui se refuse pas quoi. Oui, j'ai appris qu'il avait effectivement Ouais. quitté le site il n'y a pas très longtemps. Donc, oui, c'est une. D'accord. Alors, mon expérience ACO est vraiment une très belle expérience, hein. Donc là tu es Là, pour le directrice coup. informatique là-bas, c'est ça quand tu... Oui, voilà, je prends en fait, j'arrive, je suis pas tout à fait à ce poste. On me recrute pour mes compétences d'un ERP qui s'appelle JD Edwards, enfin, peu importe. Mhm. Mais en fait, quand j'arrive, je m'aperçois que, et sur la partie logicielle et sur la partie matérielle, tout est un petit peu en fin de vie. Donc, D'accord. il faut rénover l'ensemble du système d'information. Et donc, je m'y attaque assez rapidement. Et en, on va dire 4-5 ans, en fait, on a fait faire un bond tant sur le point de vue matériel que sur le point de vue logiciel pour être vraiment, on va dire, dans les standards et dans ce qui est utilisé à cette époque-là. D'accord. Voilà. Du coup tu vas piloter une équipe j'imagine rapidement? Oui, alors une petite équipe, on est 4, Mhm. des hommes, voilà. D'accord. Voilà, il n'y a pas de femmes. Et au niveau du groupe, on se retrouve effectivement les responsables informatiques 2 fois par an. Au niveau de l'ensemble des filiales, on est une quinzaine. Et là aussi, il n'y a aucune femme, que des hommes. Donc, D'accord. j'étais la première, voilà. Là, j'étais un peu pionnière, j'étais la première femme. Et quand j'ai quitté cette société, d'ailleurs, il n'y a plus de femmes. Je ne sais pas D'accord. si ça les a traumatisés. Mais non, c'était une très, très belle expérience. Ok. Et tu voyages un peu, j'imagine, dans le cadre de tes missions avec ACO? Alors voilà, je voyage un petit peu. J'essaie une fois par trimestre de faire la petite tournée d'Amérique du Sud, donc direction Santiago du Chili pour quelques jours. Puis ensuite, j'enchaîne par le Brésil Mhm. pour rentrer ensuite. Donc je m'échappe une quinzaine de jours pour faire avancer les différents projets. Mhm. Je fais ça à peu près une fois par trimestre, hein. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait à distance, hein. Donc, déjà, à partir du moment où on a les connexions qui vont bien, on n'a pas forcément besoin d'être présent. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je voyage et je dépense pas mal d'énergie. On y laisse pas mal d'énergie quand on voyage au Bah, bien niveau sûr. professionnel. Oui. Ah oui. Oui, parce que t'as le jet lag, t'as tout ça, ouais, bien sûr. Mm. Ok. Ok, donc tu fais ça et puis il y a un moment où tu te dis bon, ça y est, j'ai fait le tour de la question chez ACO. Donc on est en quelle année quand tu vas décider de changer de voie? Alors, je me souviens très bien. Là, je peux citer pratiquement la date. On est mi-mars 2015. Mhm. Je suis en déplacement au Brésil. J'y passe le week-end parce que je venais de Santiago. Donc, je passe le week-end dans la chambre à l'hôtel.
Mhm. Et le dimanche matin, en fait, en me réveillant, tout de suite, j'ai une question qui arrive. Alors, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas comment elle est arrivée dans mon neurone X, là. Mhm. Mais la question qui va rester en moi pendant au moins une semaine, c'est mais est-ce que tu te vois travailler de cette manière pour les 10 ans qui viennent? T'as quel âge là en 2015 quand tu te poses cette question? J'ai 49 ans. Ok. T'as 49 ans, quand cette question te monte et te dit mais comment tu Ouais. vieillis dans ce poste en fait, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et comment je me projette à faire ce que je fais aujourd'hui dans les 10 ans qui viennent? Et la réponse, elle va être toujours la même. Est-ce que tu te vois travailler de cette manière? Ma réponse est non. Mhm. Systématiquement, mais instinctivement, c'est non. Alors je me dis, là, il y a un nœud. Ouais, Là, c'est il y a un sûr. nœud. Il va falloir que je me questionne un petit peu plus là-dessus. Mhm. Et donc, à cette mi-mars 2015, quand je rentre à la maison, j'ai déjà commencé à travailler un peu la question. Je passe ma journée du coup du dimanche à, à essayer de répondre à plusieurs de des questions qui me viennent à la suite. Et je me dis, il va falloir que je quitte mon poste actuel pour faire autre chose. Mhm. Comme je suis passionnée par mon métier, je ne me voyais absolument pas faire un autre métier. Et assez rapidement, je me dis, je pourrais peut-être le faire autrement. D'accord. C'est-à-dire que ouais, c'est vraiment la façon de bosser qui te fait te poser la question. C'est pas C'est pas le le sujet métier en hein, en lui-même, quoi. Ouais, lui-même, c'est pas le non. sujet, ouais, ouais, j'ai compris. Non, c'est pas le sujet, c'est plutôt vraiment ce sentiment de finalement tourner en rond maintenant dans le poste que j'ai. Mhm. D'avoir ce sentiment de se dire j'étais à ma place il y a quelque temps, maintenant je le sens moins. J'ai l'impression que j'étouffe. Je sens aussi que j'ai un petit déficit de soutien de la part de ma hiérarchie. J'ai pas vraiment d'aide. Hein. D'accord. Je dépense beaucoup d'énergie, mais je sens que c'est pas, y a pas forcément une reconnaissance, on va dire, à hauteur de ce que je peux mettre en place. Donc j'ai un petit peu une insatisfaction de ce côté-là. Et je pense Mhm. que dans la balance, effectivement, entre les contraintes, les insatisfactions, bah, c'est peut-être plus important que la motivation et que l'envie tous les matins d'aller travailler. Ouais. Et à partir du moment où c'est plus équilibré, il faut que j'agisse. Ça, c'est clair. Déficit de moyens, baisse d'énergie, du coup, ouais, c'est ça, ok, je Mm, comprends. mm. D'accord, parce que du coup, ça te fait quand même pas mal d'années chez ACO, si j'ai bien compris, parce que début 2000, tu arrives chez eux, et tu quittes en 2015, donc tu auras passé plus Mm. de 10 ans là-bas quand même, non? Alors, j'arrive, non, pas tout à fait, j'arrive en 2008 chez ACO. Ah, d'accord. Et je vais quitter en 2017, parce que je reste chez Universal un petit peu plus de 10 ans. D'accord, ok. Euh, donc, je vais mettre à peu près 18 mois Hmm. pour partir de chez ACO. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu prends la décision, et après, comment tu fais? Tu vas rencontrer la hiérarchie en disant, voilà, j'ai un projet, ou il y a des gens avec qui Euh, tu peux parler ouvertement là-dessus, ou comment tu fais? Alors, pas du tout. Donc, on est en mars. Je travaille un petit peu mes différents scénarios pour quitter ACO pendant quelques mois. Ouais, Et puis, en début 2016, souvent, début d'année, c'est l'époque des entretiens annuels en entreprise. bien sûr. Voilà. Et donc, pour moi, c'est l'opportunité d'en parler directement à mon N+1. Et D'accord. donc, à l'issue de l'entretien, je lui dis que je vais quitter la société, je ne sais pas quand, mais que voilà, ça peut être dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an, mais je vais partir. D'accord. Donc, je l'informe qu'il peut prendre quelques dispositions s'il le C'est-à-dire qu'il souhaite. peut commencer à choisir des gens pour te remplacer, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Et je m'attendais à ce que mon supérieur hiérarchique, effectivement, soit dans cette démarche de me remplacer. Et dans un premier temps, pas du tout. Il est plutôt dans une posture de déni, D'accord. en me Ah oui, disant d'accord. elle va pas partir. Voilà, elle me dit, mais ça va pas le faire. Et du coup, moi, j'avance dans mon projet. Donc, je commence à avoir ce projet de monter ma propre structure, de travailler pour moi, Mhm. euh, de travailler autour d'une offre pour les petites structures, celles qui n'ont pas de compétences informatiques, mais qui ont des projets dans ce sens. Mhm. Et à l'été, donc
2016, je commence à vraiment me dire, bon, je vais faire un business plan, je vais travailler le sujet, je me donne 3-4 mois. Si à l'issue de cette période, je suis convaincue qu'il faut que j'y aille, je vais y aller. Si D'accord. vraiment j'ai des doutes, j'y vais pas. Ok. Je commence ce travail en septembre. Je suis pas mal occupée chez ACO, donc je le fais le soir assez tard, le week-end, pour le faire un petit peu comme il faut, on va dire. D'accord. Et allez, on va dire fin octobre, je suis persuadée que je vais réaliser le projet et je commence à faire des négociations avec le dirigeant de chez ACO France pour pouvoir partir. Et là, ça commence à bloquer. Alors, ce qui est bien, c'est que tu es directement en égo avec le patron France, quoi, c'est ça? Oui, parce qu'on a travaillé ensemble quelques années auparavant. Il n'était pas patron de ACO France, il était directeur financier. Et Ok. c'était mon N+1 à l'époque. Donc, comme on a travaillé en étroite collaboration, je le connais plutôt bien. Et donc, je peux me permettre de lui parler assez librement. Ok, ça marche. Et lui reçoit la nouvelle, mais il est dans le déni également ou il veut Oui, il est pareil, il est un peu dans le déni, elle va pas partir, elle va rester, elle a quand même un poste où elle est pas trop mal payée, elle a des projets en France et à l'international, elle a aucune raison de partir, en fait. Ok, d'accord. Ouais, donc il croit pas à ton scénario de je Non. monte Isabelle International, quoi. Non, pas du tout. Ok. Et à un moment donné, effectivement, moi, je suis prête pour mon projet et ce que je fais, c'est que je dis, ben voilà, moi, je suis prête pour mon projet. Si je peux pas partir avec une rupture, ben, je vais faire une demande de congé pour création d'entreprise. D'accord. Et je montre aux dirigeants que c'est un petit peu plus pénalisant parce que en fait, quand on sollicite ce type de congé, au bout d'un an, on peut réintégrer son poste. Ouais, c'est une forme de congé, c'est pas sabbatique, mais pas loin, quoi, c'est ça? C'est, Oui, c'est un petit peu de semaine type. d'accord, ok. Ok. Voilà. Et donc là, je pense que le dirigeant réalise que je vais le faire. Et contre toute attente, enfin Mhm. de ma part, 2-3 jours plus tard, il revient vers moi en disant OK pour la rupture à une condition. Et c'est là où je m'y attendais pas du tout. Fais-moi une proposition commerciale, fais-moi une proposition pour continuer de nous accompagner pendant 1 an. C'est bien ça, ça va être ton premier client? Et c'est mon premier client du coup. C'est génial, ouais, c'est top. Ouais, donc finalement cette négo un peu compliquée, en fait, c'est parce qu'ils croyaient pas au fait que tu allais Mm, partir. Ils ont besoin de toi, ils veulent pas arrêter de bosser avec toi chez ACO et ce dirigeant en mm, particulier. Et mm. c'est super. Et finalement Ouais. cette négo un peu tendue débouche sur le rupture. Donc ça veut dire que toi tu peux prétendre au chômage, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là j'ai passé les 50 ans, donc effectivement j'ai une aide à la création Impeccable. d'entreprise, voilà, qui me permet d'avoir une petite sécurité financière. Et puis j'ai un premier contrat. Et t'as un premier contrat récurrent qui tombe, puisque tu vas bosser au forfait, j'imagine, avec eux, c'est ça, non? Voilà, c'est une quarantaine, une cinquantaine de jours qui me permet de les accompagner dans un projet de migration sur leur logiciel de gestion, qui est un projet important. Hmm. Et ils peuvent le sécuriser de cette manière. Donc bah Yahoo, donc alors si j'ai donc ça, là on est fin 2017, c'est ça, le temps que tout se fasse? Alors, non, parce que j'ai accéléré quand même pas mal les choses. Donc, j'ai fait, on va dire, mon business plan septembre-octobre 2016 et Ouais, la société, elle est créée au niveau des statuts en mars 2017. Et je d'accord, quitte ACO officiellement en tant que salarié le 17 février et je commence ma mission le 1er mars. d'accord. 1er mars, donc tu es aux manettes de 5 ING à temps plein, avec un premier Oui, client qui est ACO. oui. Alors vas-y, raconte-nous cette période-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais le matin, comment t'es excité, enfin c'est une nouvelle vie, non? Alors, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai aucune difficulté à switcher du salarié à consultante, en fait. C'est-à-dire que quand je reviens chez ACO pour la première fois, évidemment, je connais les codes d'accès, je connais bien la boutique. Pour autant,
Je sonne à l'entrée, je reste à la réception, j'attends qu'on vienne me chercher, etc., etc. Donc je me mets tout de suite, mais alors vraiment, c'est comme si on avait fait un tour de clé. Hmm. Je me mets tout de suite, effectivement, dans ce costume de la consultante. Et du coup, je réalise ma mission comme si c'était un client que je ne connaissais pas. Bon, évidemment, les dés sont un peu figés parce que je connais bien le contexte, je connais bien l'environnement, je connais bien le projet, voilà, ce qui permet d'aller plus vite. Mais je suis tout de suite en tant que consultante. D'accord, tu es tout de suite dans les habits de Oui, Isabelle Travers 5ING. Ok, exactement. ok. Et alors comment tu rythmes tes journées? Parce que tu vas pas faire que ACO toute la journée au début, si? Non, je ne fais pas que ACO toute la journée. En parallèle, j'ai pas un grand réseau parce que de par mon métier, en fait, quand on est en entreprise, on est quand même sur ces métiers-là, on reste complètement en interne. On n'a pas l'occasion d'aller constituer un réseau à l'extérieur. Donc, le peu de personnes du métier que je connais à l'extérieur, je les informe que je crée cette structure. Et assez rapidement, j'ai un deuxième client au mois d'avril et même un troisième au mois d'avril. Donc, on va dire qu'en l'espace d'un mois, j'ai plus un client, mais j'en ai 3. C'est-à-dire que toi, tu as juste informé ton réseau de tes nouvelles missions et le Oui. business vient à toi, c'est ça? Oui. Et quand j'ai mon réseau, c'était moins de 10 personnes. Hein. Génial. Donc c'est le pied quand même, tu as une super réputation. Ben, je sais. Je sais pas, mais en tout cas, le fait est, c'est que ma première année, la toute première année d'existence de 5ING, le business plan, il est complètement dépassé. Enfin, en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, en termes de tout, c'est voilà, les compteurs s'envolent. D'accord, moi ça c'est super bien. Ouais. Donc dès le début ça marche très bien, tu es Oui, rentable forcément immédiatement, oui, et le business vient à toi, donc dès la fin du premier semestre, tu as déjà 3-4 clients, quoi. oui, tout à fait. Donc, et ces 3-4 clients, aujourd'hui, sur les 4, j'en ai encore 2. D'accord, c'est des clients Donc, qui sont assez récurrents en fait, et ça c'est des missions longues quand même que tu fournis, toi, j'ai l'impression. alors, ça peut être des missions assez longues quand on est sur la mise en place de ce qu'on appelle des logiciels ERP, donc qui sont Hum, des logiciels de gestion complètement transverses dans les fonctions de l'entreprise. Donc là, ça dure plusieurs mois, effectivement. Chez certains clients, ça peut même durer plusieurs années. Hein, c'est des hum. missions longues. Euh, J'interviens jamais à temps complet. Ça, c'est aussi le business model que j'ai établi dès le départ. J'ai besoin de me nourrir de plusieurs clients, de plein de problématiques différentes pour être efficace, on va dire. Ça, c'est mon moteur. Ouais. Et du coup, j'interviens de manière très ponctuelle. Donc, soit en accompagnement, parce qu'il y a déjà des équipes en place et je viens les soutenir, les aider à piloter, à superviser certains projets. Soit quand il n'y a pas de compétences, c'est moi qui interviens pour le pilotage du projet. Et là, c'est pareil, ça se fait sous forme de une demi-journée par semaine jusqu'à maximum 2 jours par semaine. Ok. Et ça, tu peux le faire en présentiel dans les murs du client, comme en remote depuis la maison à piloter des choses, quoi. C'est ça? Oui, 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 tout à fait. Alors, moi, je privilégie quand même le présentiel. Parce que je travaille avec les métiers, hein, que ce soit des commerciaux, des ADV, des opérateurs de prod, de la logistique, de la qualité, de la finance. On va dire que c'est 80% en présentiel et peut-être 20% au bureau. D'accord. Ok. Mm. T'as un bureau chez toi ou t'as un bureau dans un autre endroit que chez toi? Alors, j'ai dès le départ eu un bureau. En fait, il y a un bâtiment qui m'intriguait quand même depuis plusieurs années parce qu'il y avait des numéros dessus. C'est l'hôtel d'entreprise à Val-de-Reuil, là au pied de l'autoroute, vraiment tout au D'accord. pied de l'autoroute. Et je m'étais toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment avec des numéros là je voyais pas bien à quoi ça servait. Mhm. Et en passant devant, j'ai vu hôtel d'entreprise. Je dis, ah, il y a le mot entreprise dans hôtel d'entreprise. Est-ce que Tout à ça fait. pourrait être quelque chose qui serait intéressant vis-à-vis de mon projet? Donc, j'ai poussé la porte
Mhm. Et effectivement, j'ai compris ce qu'était qu'un hôtel d'entreprise. Et on m'a fait visiter un bureau, le bureau numéro 5. Voilà. Mhm. Je dis bah super, une quinzaine de mètres carrés, c'est tout ce qu'il me faut. Parfait, parfait. Donc ça, j'étais encore salariée, hein, c'était au moment où je travaillais le projet. D'accord. Et je dis ben, je vais pas chercher plus loin. Je pose ma candidature pour louer un bureau. Ouais. Et au moment où j'étais disponible, au moment où vraiment 5ING existait, le bureau avait été loué à quelqu'un d'autre. Donc j'ai entre guillemets squatté un peu à l'hôtel d'entreprise dans les différentes salles de réunion. Mhm. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a un bureau qui s'est très vite libéré et c'est le bureau numéro 5. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est lui que j'avais visité en fait et c'est lui que j'occupe. Alors pas aujourd'hui parce que je suis confinée à la maison, Mhm. mais habituellement mon bureau est là-bas et je m'y plais beaucoup. D'accord. Donc le bureau 5 qui fait partie de l'historique du nom 5ING, c'est ça? Alors non. 5, Non. c'est parce que j'ai la chance. Non, non, mais c'est le hasard qui a fait que c'est le même chiffre. En fait, c'est un petit clin d'œil à ma famille. J'ai la chance d'avoir 3 enfants. Mhm. Donc, nous sommes 5. Donc, voilà pourquoi le 5 de 5ING. D'accord, Voilà. ok. Ok, donc bah écoute, je crois que j'ai bien compris ton parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que t'as embauché des gens ou pas du tout? Tu bosses seul? Alors, je travaille seule, mais c'est pas une finalité en soi de travailler seule. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir trouver une personne qui souhaite faire le métier que je fais et à qui je pourrais mettre le pied à l'étrier pour continuer de faire vivre 5ING une fois que j'aurai pris ma retraite. Alors D'accord. c'est pas maintenant, hein, parce que c'est dans au moins 10 ans, mais je trouve intéressant de travailler avec des jeunes. Je trouve ça juste génial. Donc Bah oui. quand je pourrais, euh, au niveau de la structure, quand je pourrais voilà, proposer à quelqu'un de me rejoindre, je pense que je le ferais bien volontiers. Donc ouais, t'as une volonté de transmettre ton savoir, faire vivre Oui, tes compétences et la boîte après toi, c'est ça? oui, oui, tout Et à puis fait. nourrir, ouais, puis nourrir de la jeunesse. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est rafraîchissant, ça nous fait du bien et Ah oui. Ah oui, oui, il faut. c'est constituer une équipe avec des idées, enfin, avec des horizons différents, avec des personnalités différentes, avec des points de vue différents. Je trouve que c'est juste incroyablement enrichissant. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mm. Complètement. Donc, objectif, dès que tu as les moyens financiers capables, enfin potentiels, Mm. tu Mm. essaieras sûrement de partir là-dessus. Ok. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as eu une nuit blanche infernale entre le jour où tu t'es installé à ton compte et aujourd'hui? Eh bien, non. Mais tant Non, mieux. en fait, mon métier ne m'a jamais empêché de dormir, on va dire. Voilà, que Hmm. ce soit quand j'étais salariée ou avec 5ING. Ça, c'est vraiment une super chance. Alors, évidemment, il y a des nuits où il m'arrive de me réveiller avec un truc, la turlupine, comme tout le monde, je dirais, Hmm. mais vraiment des nuits blanches, proprement dites, non. Par contre, ce qui m'est arrivé en début de carrière, et ça m'arrive plus maintenant, c'est de me réveiller et d'écrire des morceaux de code. Ah oui, d'accord. T'étais dans ton truc, Oui, t'as un flash et tu dis là, il faut absolument que je le pose. exactement. Donc j'avais toujours Ok. un carnet à proximité parce que si je butais sur une problématique de programmation la veille ou l'avant-veille, je pense que le cerveau la nuit il devait continuer à chercher une solution de programmation. Et ça m'est arrivé d'écrire des bouts de code la nuit. D'accord. Ok. Et le matin, je vais retrouver sur mon carnet, je dis mais oui, c'est bien sûr, c'est comme ça que je vais trouver, voilà, je vais résoudre ma problématique. Ok. Ah, je comprends. Je continue avec les petites questions. On va arriver sur les questions de la fin, Isabelle. Je trouve passionnant cet épisode. Peux-tu nous dire si tu as des routines dans tes façons de bosser? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien faire toujours pareil, des rituels? Alors, j'aime pas trop la notion de routine. C'est pas un mot qui me plaît. Par Ouais. contre, il y a des choses que je fais pratiquement, alors on peut les appeler comme ça, chaque jour, à différents moments de la journée. Ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu de veille, Mhm. accumuler dans ma bibliothèque sur mon ordinateur des images, des articles, des choses que j'ai vues, qui ont
ou pas à voir avec mon métier, en me disant que ça, c'est du matériel. Voilà, c'est ma bibliothèque de matériel. Et Mhm. je me dis, à un moment donné, je vais en avoir besoin, ça va m'aider, ça va m'inspirer, ça va peut-être profiter à mes clients. Donc, ça, je le fais pratiquement chaque jour. D'accord. Stocker du matériel, voilà. Ouais, une veille, donc tous les jours, c'est du contenu, c'est ça que tu vas stocker sur un endroit précis de ton ordinateur en disant pour plus Oui, tard. c'est du contenu, mais ça peut être aussi des images, des photos, des choses qui vraiment me plaisent. En fait, Ok. là, on va dire que c'est plutôt le cœur qui va parler. Alors, évidemment, un peu le cerveau, mais il y a aussi pas mal de choses au niveau du cœur. D'accord. Ok. Mm. As-tu eu un mentor, une personne que tu as particulièrement admiré, qui t'aurait particulièrement inspiré dans ton parcours Alors, j'ai pas de mentor, non, on peut pas dire que j'ai un mentor, mais quand j'ai créé 5ING, j'ai sollicité un de mes proches, mon meilleur ami, qui lui est multi-entrepreneur, qui a fait toute une brillante carrière de création d'entreprise. Et je l'ai sollicité pour une petite séance de mentoring, parce que je voulais vraiment qu'il me pousse un peu dans mes retranchements, dans ma réflexion. Et j'avoue que ça m'a aidé. Ouais, ça m'a vraiment aidé. on peut le citer ou pas, cet ami? Alors oui, je peux donner son prénom, il s'appelle Tony. Tony, d'accord. Et lui est Oui. multi-entrepreneur, c'est la... Oui, dans- il a toujours entrepris à la suite de ses études. Oui, oui, il a vraiment il a vraiment cet ADN d'entrepreneur et il a vraiment réussi d'une façon, je trouve, exemplaire. Donc voilà. D'accord. Et donc, ouais, donc ça, c'est un de tes très proches, et tu t'es dit, c'est un Oui, moment où je me lance. Après tout, je vais me oui, faire un peu coacher par ce copain ouais, qui va ouais, savoir me faire me dépasser, quoi. oui, oui, Ok, oui. d'accord. Oui. Il est en toute indiscrétion et dans quel domaine, Tony? Pas dans Alors l'informatique? là, il est dans la restauration Ouais, rapide et il est sur la région parisienne. d'accord. Ouais, donc restauration rapide parisienne, ouais, ça va être bien speed quand même. Il doit y avoir un peu Mm, de monde à bosser, ça va être un manager hors pair, je pense, parce que ça va être des mm, choses compliquées. Ok. ouais. Mm. Qu'est-ce qui t'amuse le plus aujourd'hui dans tes fonctions? À part la liberté, ça j'ai bien compris, c'était une volonté forte de ta part, mais qu'est-ce qui, quand tu te lèves le matin, est ta bouffée d'oxygène dans tes fonctions à Favi ING? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'amuse, c'est ce qui me faisait peur hier. Et donc, c'est ça qui est assez étonnant dans cette deuxième vie professionnelle, on va dire. Ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est d'aller vers des choses que j'ai jamais faites, en fait, Hmm, des nouveaux challenges. Alors ça, je pensais vraiment pas, ça c'est une vraie découverte, je pensais vraiment pas que le fait d'aller vers des nouvelles choses me plairait autant. Donc l'inconnu, quoi. Oui, La nouveauté. Ok. là, exactement, le nouveau. Hmm. Ça, c'est ce qui t'amuse le plus. Mm. Ah oui, 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 ça c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est de découvrir un nouveau client, son activité, son secteur d'activité, et si en plus il a un site de production que je peux visiter, alors là c'est super. D'accord. Ok, Ça tu aimes c'est les sites de chouette. production. Ok. Oui, voilà, déambuler dans un atelier, regarder des machines, enfin, je trouve ça incroyable. Hmm, Incroyable. Fabriquer, créer quelque chose, concevoir, enfin voilà, fabriquer. Ouais. ok. Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Il y a forcément un truc qui t'ennuie. Euh, alors, la vie de commercial est un petit peu obligatoire quand même, de temps en temps, il faut le mettre. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que je ne m'y sens pas très à l'aise. Donc, ça, c'est pas quelque chose que j'aime D'accord. trop faire. Et ce qui m'ennuie aussi, c'est être en sous-activité. Oui, d'accord. Il faut que ça bouge, faut qu'il y ait de l'énergie à dépenser. Bah, je comprends. Je comprends. Commerce et potentiel manque d'activité. Remarque, en même temps, c'est lié. Hein. Manque de commerce, manque Mhm. d'activité. Hein. C'est vrai que ça va un peu Mhm. ensemble. Ok. Mhm. Quelle est ta vision à 3 ans de 5ING si, donc, on a compris peut-être une embauche si si t'as les moyens nécessaires. Oui, ça c'est ce que j'aimerais. Parce que 5ING, c'est un tout petit bébé. Hein. Il a Hmm, 3 ans. D'ailleurs, il a eu 3 ans. Enfin, l'exercice comptable. Là, on est dans les chiffres. La hmm. clôture, c'était hier. Donc, fin du troisième exercice, clap de fin sur le troisième exercice. D'accord. Oui, c'est un petit bébé, donc il faut le faire grandir, il faut le faire aussi avancer.
Donc ça, pendant les 3 prochaines années, je pense que ça va bien m'occuper. Évidemment, développer le portefeuille client et surtout être dans une démarche de satisfaction des clients, que les clients aient envie, ils ont une question, un besoin, voilà, qui décrochent leur téléphone, qui m'appellent si je peux les aider. Là, c'est chouette. D'accord, ok. Ouais, donc continuer de développer le portefeuille client, quoi. Ok, ça, c'est ta vision, ça marche. Isabelle, on va arriver vraiment aux questions de fin. Je te la pose. Est-ce que je te la pose est-ce que tu aurais des petites médiocrités acceptables? Comme tout le monde, bien sûr. alors là, alors là, je suis très médiocre dans le dessin. Je ne sais pas dessiner, pourtant j'aimerais savoir dessiner, pour faire de la bande dessinée. Et je suis très médiocre si on me demande de faire un footing. Je suis nulle. D'accord. Je suis très médiocre. Voilà, dans ces 2 choses-là. Il peut arriver quelquefois, alors je sais pas de la médiocrité, mais je peux être quelquefois un petit peu impatiente. Ouais, ça c'est un peu, ouais, ça m'étonne pas. Je te connais pas très bien, mais c'est en même temps par rapport à ton parcours, ton profil et ce que tu fais aujourd'hui, c'est assez logique que tu puisses avoir un peu d'impatience. Y a-t-il un contenu, ça peut être un livre, un blog, de la vidéo, un album de musique que tu souhaites nous recommander à nous et aux auditeurs du podcast pour qu'on puisse se nourrir? Alors, il y a un livre qui m'avait vraiment plu. Je l'ai lu à l'été 2016 et ça m'a vraiment interpellée. C'est L'entreprise libérée d'Isa Getz. Ah, t'es pas la première personne à en parler. Vas-y, continue. Ouais, raconte-moi un peu. En fait, ce livre, ça a vraiment été un petit déclic, en fait, parce que dans ce livre, on montre qu'on peut être en efficacité au niveau du collectif et que les initiatives personnelles de l'ensemble des salariés de l'entreprise sont un super moteur pour faire avancer cette entreprise. Et je trouve qu'il est très bien écrit. C'est le principe de subsidiarité, c'est ça? Non, je crois que j'ai un client qui m'en a parlé à Beauvais. Je ne sais pas si c'est ce principe, mais en tout cas, c'est le fait que des entreprises qui sont connues, qui sont de notoriété, soient passées dans un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent de celui d'une hiérarchie pyramidale, etc. C'est ça, on est beaucoup plus transversal, ouais. C'est ce qui me semble. Alors, je pense que c'est pile poil d'actualité en plus, parce que l'un des impacts, je pense, du confinement sur le retour à la vie normale, ce sera peut-être aussi ça, justement, un peu la fin du modèle pyramidal et la découverte par le confinement, via le télétravail et le mode remote, que finalement l'initiative individuelle est souhaitable aussi dans les boîtes. Qu'il faut la récompenser. Ok, super contenu. Un invité potentiel que tu nous recommanderais peut-être, c'est ma dernière question sur le podcast. Qui aurait effectivement un parcours aussi d'entrepreneur. Ouais, d'entrepreneur, ouais, tout à fait. Ça peut être Tony s'il est ok. Ça peut être une personne de ton entourage. Tony, ça serait un beau podcast. Je suis pas sûre qu'il soit ok, mais je peux lui poser la question. Je peux lui poser la question parce que mais il accorde peu de on va dire soit d'échanges ou même il se rend très peu visible. Donc je pense à Maxime Ouf, qui est un entrepreneur d'une société. Oui, je vois très bien Maxime. Voilà, Maxime. C'est quoi là? Voilà, complètement, donc, je pense à Maxime parce que il a aussi entrepris dès la fin de ses études et d'une manière très intéressante, donc je pensais à lui. Ok, Maxime Ou. Écoute, oui, c'est une bonne idée. On est déjà connecté sur LinkedIn avec Maxime, mais si tu peux, lors d'un échange, lui proposer que je crois que j'ai dû lui proposer il y a quelques mois, mais par LinkedIn, j'avais pas été très insistant, il n'a pas dû me répondre, et puis il a dû avoir beaucoup de messages. Donc, si le sandwich peut me permettre de l'avoir, ce sera super. Bon, je vais lui en parler. Sinon, il y a un ou deux autres noms de personnes aussi auxquelles je pense. Donc j'avais une petite
2 ou Une 3 petite noms. liste. Donc voilà, j'avais une femme aussi qui intervient sur la partie finance, qui a créé aussi sa société. Alors ça m'intéresse Voilà. énormément parce que justement je suis en déficit d'exécution de femmes et je veux absolument être paritaire sur ce podcast parce que c'est important, je le veux. Je trouve que les femmes chefs d'entreprise, vous avez une vision, une exécution qui me plaît bien et je veux qu'on en parle de ça. Donc ouais, alors je priorise ta copine. Alors Anne-Valérie Lancel, elle s'appelle. Anne-Valérie Lancel. Je peux lui en parler et je peux vous mettre en relation. Elle a des choses à dire sur la partie finance Génial. au niveau des entreprises. Voilà. Ah ben génial. Bah écoute, ouais, alors je priorise Anne-Valérie si tu peux. Anne-Valérie Lancel. Isabelle, dans le monde merveilleux de l'Internet, comment on te contacte si des gens voulaient rentrer en relation avec toi suite à l'écoute de cet épisode? Alors, de façon extrêmement simple, www.5ing.fr. Effectivement, le site Donc, internet. Le site internet, ils vont trouver effectivement mes coordonnées, un formulaire, ils m'envoient un petit mot, ils me font un petit coucou. Ils me trouvent aussi sur LinkedIn assez facilement. Et voilà. Ok, donc on privilégie d'aller sur le site, je le remettrai dans le descriptif du podcast le lien, et puis également sur LinkedIn pour rentrer en relation avec toi. Isabelle, je te remercie pour ton temps que tu nous as accordé ce matin. On a fait pas loin de 50 minutes déjà, on est un petit peu au-dessus même. Je vais pouvoir du coup faire le montage avec une intro et une outro sur cet épisode. Et il sera en ligne, je pense, rapidement, puisque étant confiné, je peux m'y atteler. Isabelle, encore grand merci à toi. Merci. Et puis tous les auditeurs, auditrices, à une prochaine pour un autre épisode. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Et prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à le faire connaître en vous abonnant sur iTunes, Spotify ou Deezer. Pensez à noter 5 étoiles ce podcast sur iTunes et n'hésitez pas à partager à 2 personnes de votre entourage. Pour me contacter, envoyez-moi un email à l'adresse contact@cibpodcast.com. À bientôt!